essayer de se doter d'un budget d'ici la fin du mois. À quoi il faut s'attendre, Gaël Mac? Quelles sont un peu les données du débat déjà, là? Sébastien Lecornu, il avait réussi une sorte d'exploit en réussissant à faire voter le budget de la sécurité sociale Oui, en respectant sa promesse de ne pas recourir au 49.3. au lourd prix d'un renoncement sur la réforme des retraites. D'un renoncement d'un coût de quelques milliards. Ce miracle ne va pas se reproduire pour le budget, ça on l'a bien compris, puisqu'il lui manque le puissant bonbon qui était la suspension de la réforme des retraites qui avait permis d'attirer les socialistes et quelques autres. Donc là, du coup, on comprend maintenant, ça paraît une sorte d'évidence, même si, qu'il va falloir ou avoir recours au 49.3, voilà, cette fois-ci, ou à des ordonnances, ou aux deux, en tout cas, voilà. Bon, et on croit comprendre même, puisqu'il y a eu une réunion à Bercy mardi soir, que il y a une négociation en cours autour de la non-censure, de faire passer le 49.3. Bon, alors... On rappelle peut-être la différence entre le 49.3 et les ordonnances, l'article 47.1 de la Constitution. Si vous passez par 49.3, vous passez en force avec le texte qui a été voté, et puis là, il y a une motion de censure. A priori, vous n'avez, le gouvernement tombe, mais vous n'avez plus de budget. Le 47.1, les ordonnances, on revient au texte initial, au premier PLF, donc ça change complètement la donne. Dans lequel il n'y a pas d'impôt. Alors dans lequel il y aurait moins de recettes, alors peut-être plus d'économies que ce qu'on a aujourd'hui, mais qui porterait le déficit à 5,03%. On serait au-dessus des 5%. Voilà. Alors tout le monde, il y a cette espèce de barre symbolique des 5%. On aurait un budget, mais probablement plus de gouvernement. En gros, on aurait besoin de trouver entre 10 et 15 milliards, si j'ai bien compris, minimalement, alors que les socialistes, eux, réclament 7 milliards de dépenses publiques en plus. Et donc, veulent justement cette taxation. Donc, je rappelle que l'an dernier, alors c'était quand même d'abord Michel Barnier puis François Bayrou au gouvernement, il y avait eu, en fait, l'essentiel de l'effort avait été produit par cette surtaxe sur les grandes entreprises. C'était 8 milliards, voilà. On leur avait quand même promis à l'époque que c'était du one-shot. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et particulièrement en termes d'impôts one-shot en France, on le sait. Donc voilà, bon, là, et on annule en fait quand même un lent mouvement qui avait commencé sous François Hollande, de baisse de l'impôt sur les sociétés pour juste s'aligner sur le niveau européen. On était à 33%, on est arrivé lentement à 25%, et au bout de peut-être une année ou deux à 25%, allez, on est reparti totalement, on est au retour à la case départ pratiquement. Donc, je comprends que que la pilule soit vraiment très amère pour les chefs d'entreprise. On a entendu les chefs d'entreprise, Daniel Ball s'exprimer, le patron du Crédit Mutuel, Alexandre Bompard aussi hier matin sur BFM TV, en disant que c'était pas possible. Voilà, et c'est vrai que sur le moyen terme, c'est intenable, parce que quand même, on est vraiment en décalage par rapport à l'ensemble du monde occidental, sur les impôts, pas seulement de l'Europe. La France à contre-courant. Et effectivement, le fait qu'on supprime même l'impôt minimal de l'OCDE pour les États-Unis. Pour les États-Unis, fait qu'on sent qu'il va s'engager une espèce de guerre des impôts aussi, probablement. On peut écouter Alexandre Bompard d'ailleurs, parce qu'on a retrouvé le son d'hier. C'était hier sur BFM TV, on l'écoute sur l'impôt sur les sociétés. Quand j'entends que la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est d'augmenter le taux d'impôt sur les sociétés, vous savez, l'année dernière, on a fait 8 milliards de surtaxes. On avait dit qu'elle était temporaire. Le Code général des impôts est rempli d'impôts dont on a dit qu'ils étaient temporaires. Cette année, on dit la seule manière éventuelle de trouver un accord sur le budget, c'est de reconduire une surtaxe d'IS. Qu'est-ce que ça a pour conséquence ? La moyenne mondiale du taux d'impôt sur les sociétés, c'est 25%. Si on reconduit, on sera à 35%. On peut se dire, c'est pas grave, c'est les 400 plus grandes entreprises, dont Carrefour évidemment est, elles se débrouillent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bon, on voit la colère des patrons, Christian, qui en ont un peu ras-le-bol. C'est un contexte
puisque c'est pas seulement un taux d'IS qui remonte, c'est des impôts de production qu'on n'arrive pas à baisser. Oui. Je rappelle... La baisse de CVAE, a priori de 1 milliard, serait annulée. On l'oublie ça aussi. On avait fait un one-shot, pour reprendre l'expression, 10 milliards en 2020 sur les impôts de production. C'était déjà un miracle. Il avait fallu préparer les choses pendant 15 ans pour pouvoir le faire pendant un moment de crise, d'ailleurs. Donc là, on est à peu près sur les impôts de production à 3,5 fois le niveau allemand et suisse. On oublie toujours la Suisse parce qu'elle n'est pas dans l'UE, mais la Suisse est le pays européen le plus industriel, avec un taux d'impôt, avec une proportion de l'industrie manufacturière dans le PIB qui est au-dessus de 20%. Ah oui, je rappelle qu'on est à 10 en France, moins de 10. La zone, l'Union européenne est à 15 et la France en dessous de 10. Donc on a ces impôts de production, on a des cotisations sociales qui sont très élevées. Oui. Donc la baisse de l'IS, c'était la tête de gondole de la politique de Macron pour dire venez investir en France. Et ceux qui sont venus en se disant ok, les Français se mettent dans une attitude de compétitivité économique et pro-business, ils prennent enfin une mesure sur le taux d'IS, on revient en arrière. Donc, dans ce contexte, si on avait quelqu'un à la tête du pays, je pense qu'il faudrait carrément oser les ordonnances, c'est-à-dire faire passer le budget initial. Le gouvernement tombe, mais objectivement, je ne vais pas me faire des amis, je m'en fous, le cornu, c'est le symbole de la faiblesse dans la politique française depuis 30 ans. Donc, bon, ok, le cornu tombe. Oui. Macron... Ce qui n'empêche pas d'être nommé derrière par Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, mais une troisième fois, ça passerait difficilement, mais ce qu'on peut parfaitement imaginer, c'est de garder le même gouvernement. Oui. Le cornu tombe, il est remplacé par... À la limite, vous mettez vos trains à la place, vous remettez le cornu à la défense, et puis on repart. Voilà. Et au moins, on aura un budget. Et ça permettrait au moins d'attendre et d'arriver jusqu'aux municipales. Les municipales, de mon point de vue, et d'autres l'ont dit aussi, sont probablement les élections municipales les plus importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je sais parce que c'est probablement là qu'on va voir si les Français qui voient ce qui se passe au plan international ont une attente de reconstruction politique du pays. La crainte qu'on puisse avoir, simplement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une bascule à droite. La crainte, c'est que ça aille trop à droite. Donc, je pense que ces élections vont être très scrutées. Si on va vraiment à l'extrême droite, ça sera plutôt un échec. Si on revient vers un centre droit plus responsable, ça sera vu comme un élément d'espoir pour demain. Les Français l'ont dans le viseur, les élections municipales, Gaël Slimane ? Alors, oui, Christian a raison, mais je mets quand même un bémol qu'il a en tête, c'est que il y a beaucoup, quand on fait des sondages sur les municipales, beaucoup d'habitants, vous évoquiez les gens qui habitent en commune rurale ou dans des plus petites villes, qui ne votent pas sur étiquette. Oui, qui votent sur un homme ou une femme. Si vous êtes de gauche et que vous avez un maire de droite, qui est mais que ce maire vous semble très bon, alors c'est impossible dans les villes moyennes et grandes. Parce que dans les villes moyennes et grandes, le politique reprend le dessus, et donc l'étiquette politique que vous avez reprend le dessus. Mais sinon, dans toutes les autres communes, vous pouvez très bien voter ou laisser élire, en n'allant pas voter contre, pour un maire qui n'est pas de votre bord politique. Donc effectivement, ce seront des élections municipales qui auront une très grande importance, mais premier bémol... Pour les villes de plus de 50 000. Voilà, pour les voir peut-être plus de 70 ou plus de 100 000, voilà. Et donc vous avez ça, vous avez une poussée probable du RN, mais qu'il a lui-même limité en disant « je préfère investir moins de listes, mais éviter le clash ». De retrouver quelqu'un sur les réseaux sociaux levant le bras surveiller un peu plus les candidats. Surveiller un peu plus les candidats. Et puis sur ces municipales, elles annonceront du coup, quand on regardera bien les choses, si le RN est en passe d'aller chercher plus l'année d'après, c'est-à-dire la présidentielle de 2027. Je rappelle que dans notre intention de vote de second tour qu'on a publiée en décembre, pour la première fois, on observe que si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, eh bien c'est le RN qui l'emporterait.
Jusqu'à présent, on savait qu'ils étaient très hauts sur les projections de premier tour. Alors, c'est pas un pronostic, tout peut changer en l'espace d'un an et demi. Non, mais les sondages convergent. Ce que ça dit quand même de notre société est assez inédit. Et c'est cohérent avec ce qu'on disait au début de l'émission. C'est tout à fait en ligne avec ce qu'on disait au début, c'est que les Français se préparent à aller voter, si rien ne change, pour un candidat d'extrême droite. Avec un fort sentiment de dégagisme.